Le 10 octobre 2025, le Sahel s'est fermé net. 0 litre d'eau étrangère a franchi le fleuve, rompant 50 ans de dépendance hydraulique au Burkina Faso. Que vaut la liberté si Ibrahim Traoré accepte la soif? À partir de là, chaque goutte devient un symbole politique, chaque pompe un acte de résistance. Et la stabilité promise par l'extérieur cesse d'être un refuge. Le pari est simple et cruel. Endurer pénurie, files d'attente et sanctions, tout en reconstruisant une gestion locale capable de rendre au peuple le contrôle de ses ressources. Ce qui va suivre n'est pas un récit héroïque ni un réquisitoire. C'est une analyse précise d'un pari politique dont les effets se mesurent en eau, en chiffres et en comportement collectif. En comprenant cette séquence, le spectateur gagne une chose claire: lire la souveraineté, non comme un slogan, mais comme un mécanisme coûteux, concret, parfois inconfortable. L'enjeu dépasse un fleuve ou un pays. Il touche à la question suivante: jusqu'où une nation peut-elle aller pour reprendre la maîtrise d'une ressource vitale sans s'effondrer économiquement? Avec Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a accepté de transformer une dépendance invisible en crise visible. Ce choix crée des perdants immédiats, des gagnants différés et une zone grise où tout peut basculer. C'est dans cet espace incertain que se joue la véritable portée de la décision. Non pas prouver un courage symbolique, mais tester la capacité d'un État et de sa société à apprendre sous contrainte, à absorber le choc et à en tirer une forme nouvelle de stabilité. La décision n'est pas née d'un slogan, mais d'un document oublié. Un contrat signé en 1947 liait la gestion du fleuve Sahel à une société européenne pour 99 ans, incluant barrages, pompes, données météorologiques et droits de pompage. Lorsque Ibrahim Traoré en découvre les clauses, un chiffre s'impose: même la pluie ne relevait plus pleinement de l'État burkinabé. Ce qui était perçu comme un héritage technique se révèle alors être un piège juridique. Les volumes d'irrigation, les calendriers de distribution et jusqu'aux mesures hydrologiques échappaient au contrôle national. Dans les salles du palais, des semaines d'audit s'enchaînent, mêlant ingénieurs, juristes et officiers pour comprendre l'ampleur réelle de cette dépendance invisible. Fermer le fleuve ne signifiait donc pas couper l'eau au hasard, mais rompre un code ancien qui organisait la soumission silencieuse. Le 10 octobre 2025, quand la fermeture est annoncée, la stupeur traverse la région. Les chancelleries occidentales dénoncent une provocation, les marchés gèlent les investissements, tandis qu'à Ouagadougou, les foules applaudissent. Ibrahim Traoré, jusque-là décrit comme prudent, devient le symbole d'un basculement assumé. Pour beaucoup de citoyens, l'eau cesse d'être un simple flux naturel et devient un enjeu politique total, un miroir de dignité nationale. Ce mini-révélateur éclaire le cœur du pari: accepter une crise immédiate pour reprendre la maîtrise d'un levier stratégique. À partir de ce moment, chaque pénurie annoncée, chaque sanction brandie n'est plus un accident, mais une étape d'un apprentissage collectif forcé. Au lendemain de la fermeture, l'histoire cesse d'être abstraite et prend un visage. Autour du pouvoir politique, une cellule technique se forme dans l'urgence au ministère des Ressources. Ingénieurs, hydrologues et militaires y travaillent jour et nuit pour éviter l'effondrement des réseaux existants. Parmi eux, le capitaine Caboret, jeune ingénieur originaire de Bobo-Dioulasso, incarne cette génération appelée à remplacer une expertise longtemps externalisée. En moins de 2 semaines, son équipe remet en service une dizaine de stations locales de pompage abandonnées depuis plus de 10 ans. Dans les villages riverains, les habitants découvrent qu'ils peuvent faire fonctionner les systèmes sans superviseurs étrangers. Ce basculement technique produit un effet psychologique immédiat. La compétence cesse d'être importée, elle redevient locale. Le sentiment d'autonomie se diffuse plus vite que l'eau elle-même.
Mais cette dynamique reste fragile. Les coupures d'électricité, la baisse de pression dans les canalisations et les premières files d'attente rappellent brutalement le coût du choix politique. Les institutions financières suspendent leurs crédits, les partenaires occidentaux retirent leurs consultants et l'incertitude s'installe. Dans les rues de Ouagadougou, des affiches apparaissent sur les murs, souvent sans slogan, seulement un nom associé à l'idée de dignité retrouvée. Ces impacts précoces montrent une réalité essentielle. La souveraineté ne commence pas par des discours, mais par des gestes techniques imparfaits et exposés. Chaque pompe réparée, chaque station relancée devient un test grandeur nature de la capacité du pays à tenir sans tutelle. La question n'est déjà plus symbolique. Elle est opérationnelle, quotidienne et engage directement la vie de millions de personnes. Tout commence à l'aube, lorsque le décret est appliqué sans délai. Les vannes du fleuve Sahel sont fermées, les alarmes des stations automatiques s'activent et l'eau cesse de s'écouler vers les conduites contrôlées depuis l'extérieur. Les ingénieurs exécutent l'ordre, conscients que le retour en arrière deviendrait politiquement impossible. En quelques heures, la nouvelle se répand comme une onde de choc dans les réseaux diplomatiques, économiques et médiatiques. Très vite, la réaction internationale se structure. Les ambassades contactent le gouvernement burkinabé, les chaînes d'information parlent de sabotage et les marchés financiers réagissent par la panique. Le Fonds monétaire international annonce le gel immédiat d'un prêt évalué à 400 millions de dollars. L'Union européenne suspend plusieurs programmes de coopération, tandis que les États-Unis publient un communiqué sévère. Face à cette pression, Ibrahim Traoré choisit le silence public et s'enferme dans l'analyse des rapports techniques et économiques. Sur le terrain, les effets sont immédiats et tangibles. À Bobo Dioulasso, la pression chute dans les canalisations et les agriculteurs ferment les vannes d'irrigation pour préserver leurs réserves. Les transporteurs réduisent leurs trajets, les stations-service voisinent les files s'allonger et le prix du carburant augmente de 15% en 2 jours. Dans les hôpitaux, l'eau est rationnée, les écoles ferment plus tôt pour économiser l'électricité et les usines tournent au ralenti. La crise cesse d'être abstraite et s'inscrit dans les gestes quotidiens. Le troisième jour marque le pic de tension. Ibrahim Traoré réunit son cabinet en session de crise. Chaque ministre présentant pertes, besoins et scénarios. Un plan d'urgence est voté, prioriser les zones rurales, restaurer les pompes locales, former des équipes mixtes et sécuriser les barrages. Des unités techniques sont déployées dans les provinces accompagnées de soldats chargés de protéger les installations hydrauliques. À l'extérieur, les menaces de poursuites internationales se multiplient, tandis que des diplomates proposent une médiation rapidement refusée. Puis viennent les premières répliques, moins visibles mais décisives. Le rationnement devient une routine, la peur du chaos recule et des comités villageois s'organisent déjà pour gérer la distribution. Des ingénieurs burkinabés réparent d'anciennes installations laissées à l'abandon, improvisant avec des moyens limités. La rupture initiale se transforme progressivement en apprentissage collectif. Le fleuve, jadis symbole de dépendance, devient un terrain d'expérimentation sociale et technique. À ce stade, une question s'impose avec insistance. La liberté politique peut-elle survivre à une telle contrainte matérielle ou ce choc prépare-t-il une rupture plus profonde encore? Avant la fermeture du fleuve Sahel, le système hydraulique burkinabé reposait sur un équilibre fragile mais prévisible. 2 semaines plus tard, les indicateurs racontent une rupture nette. Les premiers rapports nationaux font état d'une baisse de 18% de la production d'électricité, directement liée à la réduction du débit vers les barrages hydroélectriques.
Ce chiffre, apparemment technique, signifie des coupures plus fréquentes, une pression accrue sur les hôpitaux et un ralentissement industriel immédiat. Dans l'agriculture, le choc est plus large encore. Les cultures irriguées représentent près de 30% de l'activité économique nationale et leur rendement recule de 15 à 20% selon les provinces. Derrière ces pourcentages, on trouve des champs laissés en jachère forcée, des récoltes reportées et des marchés locaux partiellement désertés. La contrainte hydrique se traduit ici en perte de revenus directs pour des milliers de familles rurales. Un troisième indicateur éclaire cependant une dynamique inattendue. Alors que les multinationales suspendent leurs projets et retirent leurs équipes, l'État crée 2000 nouveaux postes dédiés à la gestion locale de l'eau. Chaque emploi correspond à un technicien ou un gestionnaire formé en urgence pour reprendre des fonctions autrefois externalisées. En quelques mois, la capacité nationale de gestion hydraulique double, stabilisant un système qui, sans cette substitution rapide, aurait pu s'effondrer. Sur le plan financier, le coût reste lourd mais circonscrit. Le gel du prêt du FMI, évalué à 400 millions de dollars, prive le pays de liquidités essentielles à court terme. Cette contrainte pousse cependant à une réorientation stratégique. Mobilisation de fonds régionaux, soutien du Mali et du Niger, mutualisation d'équipements et de données. L'assistance unilatérale laisse place à une logique de coopération régionale plus limitée mais politiquement cohérente avec la décision initiale. Les chiffres sociaux complètent ce tableau contrasté. Les universités enregistrent une hausse notable des inscriptions en génie hydraulique et en géographie, signe que la jeunesse perçoit désormais l'eau comme un levier de pouvoir collectif. Des sondages internes évoquent une progression du sentiment de fierté nationale malgré les pénuries persistantes. Lors d'une allocution radiodiffusée, Ibrahim Traoré présente ces données sans triomphalisme, insistant sur l'idée d'un apprentissage coûteux mais nécessaire. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une trajectoire ambiguë. À court terme, la décision appauvrit certains secteurs et accroît la contrainte quotidienne. À moyen terme, elle reconstruit des compétences, réorganise l'État et modifie les priorités économiques. Les chiffres ne tranchent pas le débat, ils déplacent la question. Deux interprétations structurent désormais le débat autour de la fermeture du fleuve Sahel. La première, portée par des économistes africains favorables au gouvernement, voit dans la décision d'Ibrahim Traoré un acte fondateur. Selon eux, la dépendance, même qualifiée de coopérative, reste une forme de tutelle prolongée qui empêche toute montée en compétences réelles. Dans cette lecture, chaque sanction internationale confirme que le levier actionné était stratégique. La contrainte imposée de l'extérieur révèle précisément ce qui n'appartenait pas encore pleinement au pays. Ses partisans insistent sur un point central. Un État ne peut apprendre à gérer une ressource vitale qu'en assumant le coût de ses erreurs. La stabilité antérieure, bien que confortable, masquait une fragilité structurelle. Sans accès aux données, aux infrastructures et aux décisions, aucune souveraineté n'était possible. À leurs yeux, la rupture crée un choc pédagogique. Elle force l'administration, les ingénieurs et la société à reconstruire des savoir-faire que des décennies de délégation avaient atrophiés. La seconde lecture, plus critique, émane de diplomates et d'experts régionaux. Ils reconnaissent la portée symbolique du geste, mais alertent sur ses risques économiques. Fermer le fleuve, c'est rompre brutalement des chaînes d'approvisionnement dans un pays enclavé, déjà exposé à l'insécurité et à la volatilité des marchés. Sans infrastructures robustes et sans réserves financières suffisantes, l'autonomie peut basculer en isolement. La souveraineté, dans ce scénario, devient une autarcie subie plutôt qu'un choix maîtrisé.
Ces critiques s'appuient sur des données concrètes. La baisse de production, les pénuries temporaires et la fuite de certains capitaux montrent que le coût d'apprentissage est élevé. Il souligne qu'un État fragilisé économiquement risque de perdre sa capacité d'investissement à long terme. Ibrahim Traoré, loin d'ignorer ces arguments, les intègre dans sa stratégie. Ces réunions internes évoquent régulièrement cette tension entre conviction politique et viabilité économique. Entre ces deux récits, une zone intermédiaire se dessine. La décision n'est ni un triomphe immédiat, ni une erreur évidente. C'est un pari de long terme où la souveraineté se teste dans la contrainte et où chaque ajustement compte autant que le geste initial. La question centrale reste ouverte. Jusqu'ici, la fermeture du fleuve Sahel pouvait être lue comme une réaction à un héritage contractuel injuste. Au cœur des réunions nocturnes à Ouagadougou, une autre logique apparaît: transformer un geste isolé en architecture durable. Cartes hydrologiques étalées, flux redessinés, priorités hiérarchisées, l'État cesse de gérer l'urgence pour planifier la maîtrise. Ibrahim Traoré présente alors la décision non comme une coupure, mais comme le premier jalon d'un modèle reproductible. Ce basculement modifie la perception du risque. La pénurie n'est plus seulement un coût à subir, elle devient une contrainte à organiser. Des cellules provinciales sont créées pour surveiller barrages et bassins, tandis que les données hydriques sont centralisées pour la première fois. La souveraineté se déplace du symbole vers la méthode. Dans la région, l'écho est immédiat. Au Mali et au Niger, des discussions s'ouvrent sur une gestion coordonnée des flux et un partage d'informations en temps réel. Ce que certaines chancelleries nomment crise hydraulique est requalifié côté burkinabé en réveil stratégique. Les affiches dans les rues changent de ton. Il n'est plus seulement question de dignité, mais d'avenir commun. Ce midpoint révèle l'essentiel. La décision n'était pas une fin, mais un passage. Reste à savoir ce que ce passage produit concrètement pour l'État, l'économie et la vie quotidienne. Du côté de l'État, les effets sont d'abord institutionnels. Privée d'une assistance technique étrangère, l'administration burkinabé est contrainte de se réorganiser rapidement. Le ministère des Ressources crée des cellules provinciales chargées de surveiller les barrages, d'établir un cadastre hydrique et de centraliser les données. Des rapports internes indiquent une hausse d'environ 40% de la réactivité administrative, résultat d'une chaîne décisionnelle raccourcie. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État retrouve un rôle moteur qu'il avait progressivement délégué au prix d'une surcharge de travail et d'une forte pression opérationnelle. Pour les entreprises, le choc est plus contrasté. Les sociétés étrangères suspendent ou annulent leurs projets, laissant des chantiers à l'arrêt et des emplois gelés. En parallèle, des structures locales émergent pour combler le vide. Des coopératives agricoles réinvestissent les zones riveraines, adoptant des pompes solaires financées par des capitaux nationaux. Après 6 mois, la production agricole atteint environ 80% du niveau d'avant-crise, signe d'une reprise lente mais réelle. De jeunes entrepreneurs développent des outils d'irrigation adaptés à la rareté, transformant une contrainte en opportunité d'innovation locale. Pour la population, les conséquences sont les plus visibles et les plus ambivalentes. Le quotidien reste exigeant, rythmé par des coupures d'eau et des ajustements permanents. Cependant, la perception de la ressource change profondément. Dans plusieurs villages, des comités de gestion distribuent l'eau selon des quotas jugés équitables. Les femmes, principales responsables de l'approvisionnement domestique, accèdent à un rôle décisionnel nouveau au sein de ces comités. Des sondages internes évoquent une hausse de plus de 20% du sentiment de fierté nationale malgré la persistance des pénuries.
L'eau n'est plus perçue comme un service acquis, mais comme une conquête collective à protéger. À l'échelle régionale, l'onde de choc dépasse les frontières du Burkina Faso. Au Mali et au Niger, des discussions émergent sur une alliance de gestion hydraulique inspirée par la résilience burkinabé. Les pays voisins observent attentivement cette expérience et envisagent que de réviser leurs propres contrats de concession. Les chancelleries occidentales redoutent un effet domino susceptible de modifier durablement l'équilibre d'influence dans le Sahel. Ce qui semblait un acte isolé commence à être lu comme une stratégie de réappropriation progressive des ressources. Pris ensemble, ces quatre niveaux dessinent un tableau complexe. Les pertes économiques sont réelles, les tensions sociales palpables, mais les gains symboliques et organisationnels le sont tout autant. La fermeture du fleuve n'a pas seulement redistribué l'eau, elle a redistribué les responsabilités. C'est à partir de ces conséquences concrètes que se posent désormais les choix à venir. À partir de ce point, l'avenir du Burkina Faso ne se lie plus en certitude, mais en trajectoire possible. Les décisions prises après la fermeture du fleuve Sahel ouvrent trois scénarios distincts, chacun conditionné par la capacité du pays à transformer la contrainte en organisation durable. Scénarios ne prédisent pas, ils encadrent. Ils montrent ce qui peut advenir selon la cohérence des choix, la résistance sociale et l'évolution des pressions extérieures. Dans un scénario de base, le plus probable à court terme, le pays entre dans une stabilisation prudente. Les coopératives agricoles consolident la gestion locale de l'eau. Les infrastructures sont réparées progressivement et les partenariats régionaux avec le Mali et le Niger assurent un minimum de flux partagés. Les sanctions occidentales persistent, mais leur impact s'atténue grâce à la solidarité régionale. La croissance reste faible, autour de 1 à 5%, mais la confiance institutionnelle s'améliore. Ibrahim Traoré consolide alors un modèle de souveraineté austère, marqué par des sacrifices continus mais politiquement soutenables. Dans un scénario optimiste, les efforts de réorganisation produisent des effets plus rapides que prévu. De nouveaux barrages solaires entrent en service, réduisant la pression sur le fleuve principal. Le pays atteint une indépendance énergétique partielle avant la fin de l'année, ce qui stabilise l'approvisionnement en eau et en électricité. Les échanges régionaux augmentent grâce à un accord trilatéral de coopération hydrique. Des investisseurs africains, attirés par la résilience démontrée, financent des projets locaux. Le produit intérieur brut rebondit de 3 à 4%, transformant la rupture initiale en socle de croissance interne. Un scénario plus sombre reste toutefois plausible. Les pressions extérieures s'intensifient, les sanctions se durcissent et les récoltes échouent partiellement. L'inflation progresse, le pouvoir d'achat recule et des tensions sociales apparaissent dans les centres urbains. Les réserves monétaires diminuent et la dépendance régionale remplace la dépendance occidentale. Dans ce cas, la fermeture du fleuve serait relue non comme un acte fondateur, mais comme une rupture prématurée, difficile à soutenir dans le temps. Entre ces trois horizons, un principe s'impose. La souveraineté n'est pas jugée sur l'audace du geste initial, mais sur la constance de son exécution. L'enjeu n'est plus de savoir si la décision était juste, mais si elle peut être rendue viable. La question demeure alors ouverte: quelle discipline collective permettra de transformer un choc politique en équilibre durable? À ce stade, la crise du fleuve Sahel cesse d'être un objet lointain. Elle devient un miroir pour différents groupes sociaux, chacun confronté à une question concrète de responsabilité et d'adaptation. Pour les citoyens ordinaires, l'expérience burkinabé
rappelle que les choix politiques abstraits se traduisent toujours par des ajustements quotidiens. L'eau rationnée, l'électricité instable et les files d'attente obligent à repenser des habitudes longtemps tenues pour acquises. La souveraineté se vit ici non comme un discours, mais comme une discipline collective. Pour les acteurs économiques locaux, la situation agit comme un filtre. Les entreprises incapables de fonctionner sans assistance extérieure reculent, tandis que d'autres émergent en s'adaptant à la rareté. Cette sélection brutale souligne une réalité souvent occultée. L'autonomie économique exige des marges, de la patience et une capacité à investir sans garanties immédiates. Le cas burkinabé interroge ainsi la solidité réelle des tissus productifs dans des contextes contraints. Les jeunes, eux, occupent une position particulière. Dans les universités et les centres urbains, la crise est perçue comme un laboratoire. Des collectifs se forment autour de solutions de récupération, de filtration et de gestion communautaire. Pour une partie de cette génération, Ibrahim Traoré incarne moins un dirigeant qu'un déclencheur de débat. Jusqu'où accepter l'inconfort présent pour construire une maîtrise future? Enfin, pour les observateurs extérieurs, l'épisode agit comme un test conceptuel. Peut-on dissocier souveraineté et isolement? Peut-on accepter une baisse temporaire du niveau de vie au nom d'un apprentissage stratégique? Le Burkina Faso ne fournit pas de réponse définitive, mais impose une réflexion. Ce moment oblige chacun à déplacer son regard. La question n'est plus seulement ce que décide un État, mais ce que ses citoyens sont prêts à soutenir dans la durée. Après le choc initial, la décision ne peut survivre que si elle se transforme en méthode. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le gouvernement formalise une feuille de route en plusieurs étapes pensée pour convertir un symbole politique en capacité durable. La première priorité consiste à reconstruire la compétence locale. Une Académie nationale de l'eau est créée pour former ingénieurs, techniciens et gestionnaires destinés à remplacer l'expertise étrangère. Chaque diplômé est affecté à un bassin précis avec un objectif mesurable, atteindre une autonomie opérationnelle complète à court terme. La deuxième étape concerne les infrastructures vitales. Les stations de pompage, les barrages secondaires et les canaux d'irrigation sont classés par urgence et rénovés par cycle court. Le financement repose sur un fonds interne alimenté par la fiscalité minière, afin de limiter la dépendance aux bailleurs extérieurs. Des comités citoyens locaux supervisent les chantiers, introduisant un contrôle social inédit sur des équipements longtemps opaques. L'enjeu n'est pas seulement technique mais institutionnel, rendre visible la gestion d'une ressource vitale. La troisième étape vise la diversification. Le plan prévoit une montée rapide de l'alimentation solaire pour réduire la pression énergétique sur l'eau. Des solutions expérimentales de stockage et de récupération sont testées dans les zones les plus exposées. L'objectif affiché est clair, réduire de moitié la dépendance au fleuve Sahel en quelques années sans assigner de calendrier irréaliste. Quatrième axe, la coopération régionale. Le Burkina Faso signe des accords de gestion conjointe avec le Mali et le Niger, incluant le partage de données et la surveillance commune des flux. La souveraineté n'est plus conçue comme une forteresse, mais comme une responsabilité coordonnée entre États voisins. Enfin, un mécanisme d'évaluation est instauré. Tous les 3 mois, un rapport public mesure les progrès, les retards et les ajustements nécessaires. Selon la formule répétée par Ibrahim Traoré, l'indépendance ne se proclame pas, elle se vérifie par la méthode. Cette feuille de route suffit-elle à transformer un acte de rupture en modèle stable ou révèle-t-elle de nouveaux points de fragilité à venir? Au bord du fleuve Sahel, le décor a changé sans devenir paisible.
Les mêmes installations qui avaient été fermées dans l'urgence fonctionnent désormais sous contrôle national, surveillées par des équipes locales formées dans la contrainte. Les ingénieurs qui avaient refermé les vannes observent aujourd'hui des turbines restaurées, des canalisations réparées et des villages qui reprennent lentement souffle. Ce n'est pas une scène de victoire, mais de recommencement. Dans ce paysage encore fragile, la décision de 2025 prend une autre texture. Elle n'est plus seulement associée à la rupture, mais à la durée. Ibrahim Traoré, lors de ses visites sur le terrain, ne commente ni les sanctions ni les critiques extérieures. Il observe, écoute et rappelle que l'histoire ne jugera pas l'audace du geste, mais la constance des résultats. La souveraineté cesse alors d'être un moment spectaculaire pour devenir une pratique quotidienne, faite d'ajustements discrets et de compromis techniques. Autour, la vie ordinaire continue. Des enfants jouent près de l'eau, des femmes remplissent leurs récipients, des ouvriers inspectent les pompes sous le soleil. La crise a laissé des traces, mais aussi une fierté calme, moins bruyante que les slogans initiaux. Le fleuve n'est plus un ruban d'eau sous tutelle, mais un miroir imparfait où le pays se reconnaît. Cette image résume peut-être l'essentiel. Transformer la contrainte en habitude et l'habitude en capacité est un chemin lent. Reste à savoir si cette patience collective pourra tenir face aux prochaines épreuves. L'histoire du fleuve Sahel ne s'arrête pas à une frontière ni à une date. Elle fonctionne comme une métaphore plus large, celle d'un continent confronté à ses ressources, à ses héritages et à ses choix différés. Ce que le Burkina Faso a entrepris sous la direction d'Ibrahim Traoré dépasse le cadre d'une décision hydraulique. Il s'agit d'une interrogation collective sur la manière de décider sans dépendre et de coopérer sans se soumettre. Chaque pays africain possède, à sa manière, un fleuve comparable, une ressource stratégique, matérielle ou symbolique longtemps gérée ailleurs ou autrement. La question n'est pas de savoir s'il faut rompre ou maintenir des partenariats, mais comment construire des relations qui n'annulent pas la capacité d'agir. L'exemple burkinabé rappelle que la souveraineté n'est ni un isolement ni un confort. C'est une responsabilité exigeante partagée entre l'État, les institutions et les citoyens. Pour le spectateur, le débat ne se limite donc pas à approuver ou critiquer un dirigeant. Il invite à réfléchir à ses propres seuils d'acceptation. Quelle part de difficulté présente est acceptable pour une autonomie future? Quel coût sommes-nous prêts à reconnaître comme un investissement plutôt qu'une perte? La trajectoire ouverte par Ibrahim Traoré ne fournit pas de réponse universelle. Elle pose une question durable que chacun peut prolonger. À l'échelle d'un pays, d'une région ou d'une communauté, où commence réellement la souveraineté et comment se maintient-elle dans le temps?